Merci au professeur Benoît Vallée et au professeur Vallée d'Ampasse pour ces mots d'ouverture. Je vais donc passer la parole à Yves Le Drian, qui va être modérateur de la première session, puisqu'on a décomposé cette journée en différentes sessions par thème. Donc Yves Le Drian est chercheur en biologie, il est professeur à l'université de Rennes. Son parcours l'a amené également à travailler à l'hôpital des enfants malades à Toronto au Canada. Il travaille bien sûr, en particulier sur tout ce qui est biologie cellulaire, impact et les liens qu'il peut y avoir avec les radiofréquences. Donc il était particulièrement pertinent pour modérer cette première session. Et je lui passe la parole. Merci. Merci. Alors ça va être très rapide, je pense qu'on va pouvoir démarrer cette session. Comment on va s'organiser? Je vais être un peu le maître du temps, le timing est vraiment très très serré. Vous m'entendez bien? Je ne sais pas si le micro, c'est impeccable. Ok. Le timing est assez serré, donc on va passer à la première présentation, qui est une présentation qui sera en distanciel. Et puis, ça sera 20 minutes de présentation. Il n'y aura pas de questions à la fin. Les questions, vous pouvez les garder pour la session. À la fin de cette session, on aura un petit temps pour les questions générales. Et après, on va passer sur les présentations des projets de recherche qui ont été financés par l'ANSES. 10 minutes de présentation pour chaque projet. Et là, il y aura 5 minutes de questions à la fin de cette petite présentation de 10 minutes. Et j'invite les orateurs donc à venir au fur et à mesure et après leur présentation à venir me rejoindre pour être prêt pour la discussion générale après cette session. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Madame Van Deventer, qui est de l'OMS, qui hélas n'a pas pu venir en présentiel, donc il va nous faire cette présentation en distanciel, mais la technologie maintenant est bien rodée. Je vous laisse la parole, Madame. Bonjour, vous pouvez m'entendre? Impeccable, très bien. Super. Ok, bien, enchanté de pouvoir vous parler aujourd'hui et je suis malheureusement retenue à la maison par un petit virus bien trop connu maintenant et donc j'ai dû changer mes plans et je suis quand même contente de pouvoir vous parler par Zoom. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de parler sur les expositions aux radiofréquences et symptômes, vu que je suis présentatrice dans la première session qui a à voir avec les symptômes. Mais surtout, je vais vous présenter le projet de l'OMS qui a trait à une revue des radiofréquences et la santé. Je vais continuer ma présentation en anglais parce que mes transparences sont en anglais, mais je comprends qu'il y a une traduction possible et je pense que vous voyez ma deuxième slide maintenant. Je crois que vous voyez que moi, pas mes transparents. Non, on n'a pas vos diapos. Peut-être avec le partage d'écran. Parfait. Ok, super. Donc, je vais rapidement introduire l'OMS, même si elle n'a pas vraiment besoin d'introduction. Mais surtout, je vais m'attarder à cette activité que nous avons par rapport aux radiofréquences et la façon dont l'OMS évalue les risques sur la santé de ces radiofréquences. Alors, comme j'ai dit, je vais continuer la présentation en anglais. Et tout d'abord, I would like to present. Je suis ravie de vous présenter l'Organisation mondiale de la santé qui a été établie en 1948, c'est-à-dire il y a 74 ans. Donc c'est l'organe des Nations Unies qui coordonne et dirige le travail sur la santé publique au niveau international. Notre objectif principal est d'assurer que toutes les populations puissent maintenir le niveau le plus haut de santé.
En 1948, la santé a été définie comme un état de bien-être social, physique, mental complet et pas juste l'absence de maladie ou d'infirmité. Ceci est très important dans ce cadre du sujet des radiofréquences. Il ne s'agit pas seulement de maladie, mais du bien-être en général de la population, comme ceci a été mentionné par le directeur général de l'ANSES ce matin. Il s'agit d'une préoccupation publique, d'un sujet de santé publique que l'on doit aborder. Le travail de l'OMS se concentre sur les objectifs de développement durable dont vous avez entendu parler, je suis sûre, qui ont été établis par les Nations Unies par accord entre tous les États membres, avec un programme qui s'étend de 2015 à 2030. Nous avons 17 objectifs de développement durable. Un grand nombre d'entre eux traitent de questions mondiales, l'égalité des sexes, la santé, mais ce qui nous concerne le plus, c'est l'objectif 3, c'est-à-dire le bien-être et la santé. Une grande partie de notre travail est liée à ceci, bien sûr, mais nous avons cette infographie qui montre notre position. La santé est clé pour tous ces autres objectifs et si nous n'avons pas la santé, eh bien, nous avons un problème en termes de nos efforts pour atteindre ces objectifs de faim, de surmonter, pardon, la faim, la pollution, etc. L'OMS a une structure à 3 niveaux. Nous avons notre siège à Genève en Suisse. Et puis, le monde est délimité pour nous en 6 régions. La France, bien sûr, est dans la région Europe. Pour l'OMS, la région Europe est basée à Copenhague, au Danemark. Et nous avons 150 bureaux pays à travers le monde, comme vous pouvez le voir ici sur cette carte. Et dans tout type de pays. Nous avons aussi l'Organisation internationale de recherche sur le cancer, le CIRC, qui co-sponsor l'événement d'aujourd'hui. Donc, pour la question des radiations, eh bien, l'OMS à son département changement climatique et santé qui se concentre dessus. Nous pensons à l'exposition et nous essayons de vous sensibiliser aussi à l'impact sur la santé de ces radiations, mais aussi le changement climatique, la pollution de l'air, la sécurité par rapport aux produits chimiques et les risques au travail. Pour ce qui est des radiations, notre unité travaille sur les ondes ionisantes et non ionisantes. Donc, lorsque on examine l'impact de certaines ondes, comme les ondes ionisantes de Fukushima ou de Tchernobyl, eh bien, on examine les données dans le secteur médical, mais aussi on examine les sources naturelles telles que le soleil ou d'autres ondes ultraviolettes, par exemple. Et puis, pour ce qui est des ondes électromagnétiques, nous avons une initiative qui a été établie en 1996 et qui examine les effets sur la santé des champs électromagnétiques et donne des conseils aux États, aux autorités nationales sur les protections à mettre en place, dans ce domaine. Je voudrais maintenant consacrer un petit peu de temps aux activités liées aux champs électromagnétiques de radiofréquence. Lorsque nous parlons de champs électromagnétiques, la question principale qui se soulève est de savoir s'ils causent des dommages à la santé. Et il faut poser cette question dans un contexte plus large.
nous travaillons sur le développement de positions politiques en termes de gestion des risques, mais aussi en termes des efforts, du développement de matériaux d'information, de coopération entre les parties prenantes, les scientifiques, le gouvernement et le public, pour que nous puissions développer les perceptions sur la santé et la radiofréquence. Donc, le travail que nous avons fait sur l'évaluation des risques remonte loin. Nous avons une vieille histoire de financement, de recherche sur les effets des champs électromagnétiques. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, depuis le début des années 90, nous avons examiné la littérature disponible sur les radiofréquences et la santé. Mais ce type de travail a été fait pour la dernière fois en 1993 et ça veut dire que ça remonte très très loin lorsque l'on parle des champs électromagnétiques. Vous savez que bon nombre d'applications ont été développées depuis le début de ce siècle, c'est-à-dire des années 2000, différents travaux ont été publiés par le CIRC, par exemple, sur les champs statiques et les champs de très basse fréquence, qui a été suivi ensuite par des travaux de l'OMS sur le même sujet, suivi en 2013 par la monographie du CIRC sur ces basses fréquences. Donc, quel est le lien entre l'OMS et le CIRC, le CIRC? Eh bien, je voudrais vous montrer sur ce schéma ici que lorsque nous faisons des évaluations de risque, il y a différentes étapes. Le premier, c'est d'identifier les dangers et ensuite d'examiner l'évaluation de l'exposition pour ce danger précis. Ensuite, essayer de développer une réponse à cette exposition et enfin être capable de caractériser le risque. Donc, du point de vue de l'OMS, le CIRC a fait un travail d'identification de ces dangers pour ce qui est du cancer. Donc, en 2013, un monographe a été publié lié au potentiel carcinogène des radiofréquences et cela a été classifié comme étant possiblement carcinogène. Ils ont travaillé sur la préface de ce qui décrit le processus de classification. D'un point de vue OMS, nous allons plus loin. Nous regardons toutes les conséquences, pas seulement le cancer, et on fait une analyse des expositions et l'analyse des réponses aux expositions par rapport à la littérature publiée. Et c'est cela dont je vais parler aujourd'hui. Ce document, qui sera publié dans la série des critères environnementaux et de santé, ont comme objectif de faire une étude de la littérature scientifique et regarder les effets négatifs des expositions aux champs radiomagnétiques. Nous faisons des analyses des risques de santé et un résumé des politiques nationales de par le monde. Nous avons fait une étude en 2012 avec l'aide de l'ANSES sur ces politiques nationales. Cela a été publié en 2013 et nous avons identifié des lacunes dans la connaissance. Le travail étudie les champs de radiofréquence entre 100 kHz et 300 GHz et nous
regardons les expositions publiques et professionnelles, pas seulement des expositions médicales. Le travail cible les décideurs dans les ministères de la Santé, du Travail, de l'Environnement, mais aussi des organes qui travaillent sur la définition de lignes directrices pour les radiofréquences et aussi des chercheurs universitaires et d'autres. Nous étudions différents types d'études existantes, que ce soit les études épidémiologiques, des études expérimentales qui étudient les réactions sur les animaux et sur les volontaires humains. Nous avons défini les 13 résultats de santé. Nous avons lu des milliers de références et pour chaque conséquence sanitaire, nous étudions des études qui en parlent et nous avons défini des critères d'inclusion pour sélectionner les études à inclure. Nous avons rédigé un premier rapport entre 2012 et 2017. Il s'agissait d'un rapport, un projet de rapport qui a été publié pour avoir des retours des commentaires en 2015. Et parallèlement, l'OMS a adopté une méthodologie et des normes internationalement reconnues pour créer ce genre de documents. Ils nous ont demandé de changer notre méthodologie pour baser le travail d'une revue systématique de la littérature. Donc nous n'avons pas recommencé à zéro, mais nous avons dû revoir tout le travail qui avait été fait. Et c'est à ce moment-là que nous avons engagé un méthodologiste qui connaissait bien ce système de revue. Donc pour vous expliquer rapidement ce que c'est qu'une revue systématique, il s'agit d'une enquête scientifique qui vise une question très spécifique qui est généralement posée d'une certaine manière. Ce sont ce qu'on appelle des questions PECO, ce qui veut dire que la question est posée à l'avance et décrit les populations d'intérêt, l'exposition que l'on cherche à étudier, les comparaisons entre exposition et pas de composition, et les résultats sanitaires qui nous intéressent. Et nous avons préspécifié la méthode scientifique à utiliser. L'idée est de garantir une transparence et une méthodologie rigoureuse. Et ce, pour que les résultats puissent être reproductibles. Donc nous avons défini un périmètre, nous avons formulé la question PECO, et ensuite nous étudions la littérature, nous faisons une synthèse des preuves, on fait une notation de preuves par rapport à sa force de preuve, et ensuite on fait une conclusion. Bien sûr qu'on ne peut pas faire une revue systématique de tous les sujets. Ce serait une étude beaucoup trop large qui demanderait beaucoup trop de temps et beaucoup trop de moyens. Nous avons donc décidé de définir un certain nombre de conséquences par priorité, mais pas seulement entre nous. Donc nous avons fait une étude en étudiant 300 experts de par le monde qui nous ont aidés à noter, à prioriser les conséquences sanitaires qui leur semblaient le plus important. Donc nous avons publié les résultats de cette étude et voilà les priorités, les 6 premières priorités qui en sont apparues. Premièrement, cancer, les soucis liés à la chaleur, à la fertilité, les symptômes, la performance cognitive et le stress oxydatif.
Et ce que l'on voit ici, c'est que il y a 4 conséquences: le cancer, la fertilité, les performances cognitives et les symptômes, et 2 qui sont liées aux réactions, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la chaleur et le stress d'oxydation. Nous avons demandé une rationalisation de cette notation de priorité. S'ils ont choisi ces conséquences sur la base d'évidences scientifiques, et si oui, lesquelles, mais aussi s'il s'agissait d'un fardeau de maladie ou s'il s'agissait d'inquiétude publique. Donc vous voyez sur cette espèce de cartographie ici les résultats de ces explications et les réponses à cette question. Je trouve que les résultats, c'est très intéressant parce plusieurs de ces conséquences correspondent aux inquiétudes du public. Nous avons donc créé 10 groupes de travail pour faire une dizaine de revues systématiques. Par rapport à... Il vous reste 2 minutes. Voilà. Je voulais vous montrer l'exemple de ce groupe de travail sur les symptômes, parce que vous m'avez demandé de parler de symptômes. En ce qui concerne les symptômes, comme vous le savez, certaines personnes expriment des inquiétudes par rapport aux symptômes qui sont attribués à l'exposition au champ de radiofréquence. Donc il y a 2 examens systématiques qui sont liés aux symptômes. Le premier concernant l'épidémiologie et l'exposition par rapport à différents symptômes, les migraines, les acouphènes, etc. Et deuxième étude concerne des conséquences semblables, mais avec des volontaires qui subissent une recherche spécifique et des bénévoles, enfin des volontiers qui peuvent voir potentiellement ces champs électromagnétiques. Toutes ces revues ont été publiées dans le journal Environnement International, qui est un journal très réputé. Et le protocole a aussi été publié dans Prospero. Le résultat de ce travail sera un rapport considérable, un examen systématique et un agenda de recherche. Il y a eu une trentaine de membres de ce travail de groupe. Il va falloir terminer parce que... D'accord. So, all of the Tous ces experts ont été sélectionnés par leur expression d'intérêt. Ils viennent de partout et comprennent des hommes et des femmes. Et un groupe d'experts sera nommé pour finaliser le rapport. Merci beaucoup. On gardera les questions pour la fin de la session et sans plus attendre, je vais donc inviter Isabelle Deltour à venir présenter son travail sur l'avancée du projet Cosmos. Donc Isabelle Deltour appartient au CIRC, au Centre international de recherche sur le cancer. Merci Isabelle. Bonjour à tous, est-ce qu'on peut m'entendre? Donc, mes transparences sont en anglais, mais ma présentation est en français. Je suis Isabelle Deltour, épidémiologiste au Centre international de recherche sur le cancer. Et je vais vous présenter aujourd'hui les premiers résultats descriptifs de l'étude Cosmos France, pour lequel l'ANSES et le CIRC, le projet que l'ANSES et le CIRC ont financé. Donc,
quelques mots d'abord sur le projet international Cosmos. Ce projet a été initié pour résoudre et adresser les limitations de la recherche qui était disponible à l'époque, c'est-à-dire en 2007. Elle complète la recherche faite précédemment et adresse les manques des recherches précédentes qui ont été qui ont été soulignés par l'OMS et relativement au manque d'études prospectives à long terme. Le but est d'étudier les risques possibles pour la santé associés à l'utilisation à long terme de téléphones mobiles et d'autres technologies sans fil. Le projet c'est un projet européen qui est en cours dans 6 pays actuellement, listés ici: la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, le Danemark et la France est le dernier pays qui a commencé à participer à ce projet en 2019. Des discussions sont en cours en Allemagne pour la mise en place d'une cohorte en Allemagne sur le modèle français. Les participants sont recrutés soit des listes des opérateurs, donc des listes de personnes ayant souscrit un abonnement chez les opérateurs de téléphonie mobile ou sont échantillonnés dans des cohortes existantes. Ces participants répondent à un questionnaire et fournissent un consentement. Les diapositives que tu as sur ton ordinateur ne sont pas les diapositives qui sont projetées. Bien sûr. Oui. Voilà. Ok, je te remercie Isabelle. Voilà, il faut que je fasse attention. Ces personnes répondent à un questionnaire et fournissent un consentement à participer à l'étude, et également nous sollicitons leur consentement à ce que leur opérateur de téléphonie mobile fournisse leur volume de communication téléphonique et des informations techniques sur leur trafic téléphonique. Certaines personnes consentent à ce transfert d'informations. Il y a 6 cohortes nationales dont les tailles sont indiquées, ce qui nous permet de rassembler les données dans une cohorte internationale de 310 000 participants environ. En France, nous avons travaillé en collaboration avec la grande cohorte Constance, qui est la cohorte des consultants des centres d'examen de santé. C'est une plateforme épidémiologique c'est une cohorte qui peut servir de plateforme épidémiologique pour d'autres projets de recherche, et ce projet est mené par le professeur Marie Zins et le professeur Marcel Goldberg. Donc 220 000 personnes ont été recrutées à Constance entre 2012 et 2018, et elle a lieu dans 21 centres en France. Les participants remplissent des questionnaires annuels. Une grande force de ce projet est l'élaboration de données de santé validées par l'équipe de Constance, et notamment sur le cancer, les maladies cardiovasculaires et les infarctus. Et ces événements de santé sont d'intérêt particulier pour nous, puisque nous allons étudier ces événements de santé dans le cadre de Cosmos. De nombreuses données de qualité sur la santé sont également recueillies via la sécurité sociale, les bases de données de la sécurité sociale. Et comme je l'ai dit, c'est une plateforme ouverte à la recherche, et nous sommes très heureux d'avoir pu collaborer avec Constance. Quel est le design de l'étude? Parmi donc les participants de Constance, nous avons échantillonné
Constance a échantillonné pour nous 41 000 adresses auxquelles nous avons envoyé des questionnaires et des consentements. Au final, 18 557 personnes ont renvoyé un questionnaire rempli et un consentement signé, ce qui nous donne un taux de participation de 47%. Avec des taux de refus qui sont extrêmement faibles, de 1%, mais un certain nombre de personnes qui n'ont pas renvoyé les documents. Une caractéristique de Cosmos est donc la sollicitation des opérateurs de téléphonie mobile pour obtenir des données de trafic pour les participants qui y consentent. Et dans le projet Cosmos, 7000 personnes environ ont des données de téléphonie mobile qui ont été recueillies. Ceux-ci sont les premiers résultats descriptifs du projet et je suis heureuse de vous les présenter aujourd'hui. La structure par âge et par sexe est donc sur le côté gauche et comme vous voyez, est-ce que j'ai un pointeur? Ici? Ah oui, voilà. Donc, la plupart de notre cohorte sont des gens plutôt âgés, de plus de 60 ans, et une représentation plus faible des gens plus jeunes, qui représentent un quart de notre cohorte. La participation dépend surtout de l'âge, elle est indiquée ici à droite, et un petit peu du sexe. Alors, pour vous montrer la richesse, mais aussi la complexité de nos données, je vais maintenant vous présenter quelques graphes et j'espère que ce sera... que vous pourrez comprendre. Nous avons investigué la répartition des participants de Cosmos en fonction de leur éducation et de leur statut tabagique. Globalement, dans notre cohorte, le groupe ayant le plus représenté est les personnes ayant 14 à 15 ans d'éducation, soit un bac +2 ou +3, en ce qui concerne la durée de l'éducation. Ces figures représentent la proportion de participants ayant acquis chaque niveau d'éducation au sein de chaque groupe d'âge et de sexe. Nous voyons des tendances. Parmi les membres de notre cohorte, plus les participants sont âgés, plus les durées d'éducation courtes sont représentées, qui sont représentées par les flèches sur le graphe de gauche, et ce dans les deux sexes. Les personnes de moins de 30 ans ont une distribution des durées d'éducation qui sont différentes et identiques entre les hommes et les femmes. En ce qui concerne le tabagisme, qui est représenté sur le graphe de droite, la plupart des participants sont non-fumeurs, ce qui est la zone bleue sur le graphe, avec des tendances fortes en fonction de l'âge dans les deux sexes. Il y a une diminution de la proportion des fumeurs en orange lorsque l'âge des participants Il te reste une minute. Augmente et une augmentation de la proportion d'anciens fumeurs. Nous avons également étudié la durée d'usage des téléphones mobiles qui est déclarée par les participants et nous voyons également des tendances importantes en fonction de l'âge et du sexe qui sont représentées sur le graphe. Ah. Notre questionnaire est extrêmement riche et de ce fait-là, nous pouvons étudier la durée d'usage des téléphones mobiles en fonction de l'éducation, en fonction des préoccupations, et les relations entre ces variables ne sont pas forcément comme on pourrait s'y attendre au départ, mais je n'ai pas le temps de développer. En ce qui concerne Il va falloir penser à conclure. Oui. Oui.
les données d'opérateurs, nous avons pu faire une première analyse des résultats des volumes des données fournies par les opérateurs, et nous pouvons voir qu'il y a un ordre au sein des participants, même si ces données sont, les données autodéclarées sont entachées d'erreurs. En fin de compte, Cosmos est la plus grande étude relative à la téléphonie mobile existante jusqu'à présent. En France, Cosmos France est la plus grande cohorte sur la téléphonie mobile, et je vous ai présenté les premiers résultats descriptifs. Nous avons des projets pour faire beaucoup plus d'analyses sur ces données, et donc ce projet, qui est un projet à long terme, continue. Ce projet n'aurait pas été possible sans l'investissement de beaucoup de personnes qui sont listées ici et présentées en photographie pour ce qui concerne l'équipe du cirque. Et je conclue. Merci. Désolé de stresser par rapport au timing, mais il reste quand même quelques minutes pour des questions dans la salle et puis aussi via Internet, via le système. Donc je ne sais pas si dans la salle, oui, il y a une personne qui a une question. Est-ce qu'il y a des micros qui sont disponibles pour... Oui. Madame qui a levé la... Merci, oui. Bonjour. Vous n'avez pas eu le temps de nous le dire, mais vous avez dit qu'il y avait une surprise dans une diapo, que vous étiez surprise d'un résultat. Donc, Merci. il s'agissait de la relation entre les préoccupations et l'usage du téléphone mobile. A priori, moi, j'aurais pensé que plus les gens sont préoccupés par l'usage du téléphone mobile, moins ils utilisent leur mobile. Et en fait, les tendances qu'on observe, lorsqu'on croise juste de façon brute ces deux variables, c'est l'inverse. Les personnes les plus préoccupées, qui se déclarent les plus préoccupées par l'usage du mobile, sont aussi les personnes qui utilisent le plus le mobile. Et les personnes qui ne sont pas du tout préoccupées, c'est également les personnes, ça contient le groupe des personnes qui sont les moins utilisatrices de mobile. Alors, les différences ne sont pas très fortes, mais la tendance était en fait pas comme j'aurais spontanément pensé. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on regarde ceci beaucoup plus en détail en fonction de l'âge et en fonction d'autres facteurs avant de pouvoir établir des conclusions fermes sur ce type de relation. Ok, on a encore le temps pour une ou deux questions. Oui, madame. Ouais. Bonjour, merci pour cette présentation. J'avais juste une question sur les données recueillies. C'était uniquement les temps d'appel, mais pas les temps d'utilisation du mobile hors appel téléphonique. Alors, donc, vous parlez des données opérateurs, peut-être ? Oui, c'est ça, parce que les temps d'usage ont été spécifiés comme les temps d'appel, alors, qui ne sont pas le là, maximum des usages. Ce qui est présenté, c'est les volumes d'appels qui restent les sources d'exposition les plus importantes aux radiofréquences dans la population avant l'arrivée de la 5G. Et nous avons également des informations sur les volumes de données transférées provenant des opérateurs qui n'ont pas encore été exploités. D'accord, parce que c'est vrai que les temps d'appel semblent très courts par rapport aux usages actuels, qui s'apparentent plutôt à 6-7 heures d'usage des mobiles chez les adolescents, par exemple, par jour. Donc, notre étude ne porte pas sur les adolescents. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Merci. On va prendre une question pour les personnes venant des personnes qui sont en distanciel. Oui, bonjour. J'ai une question sur la date de publication des résultats de l'étude Cosmos. Alors, il y a déjà eu deux publications relatives aux troubles du sommeil et aux maux de tête publiées sur les données de la Finlande et de la Suède.
Donc ça, c'est déjà publié. Et il y a un certain nombre de publications qui sont en préparation au sein du groupe Cosmos International. Voilà. Merci. Ok, peut-être une autre question et on terminera là-dessus. Vous m'entendez ? En fait, donc vous étudiez le rapport entre la téléphonie mobile et tout ce qui est sans fil et les risques de cancer. Je voudrais savoir si aujourd'hui vous avez des résultats et si vous n'avez pas de résultats, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, sur cette étude-ci, donc Cosmos, nous n'avons pas encore de résultats publiés sur le lien entre téléphonie mobile et risque de cancer. Ce domaine de recherche est un domaine de recherche actif. Il y a de nombreuses publications qui s'intéressent à cette question. Moi-même, j'ai publié récemment une analyse sur l'incidence, sur les évolutions de l'incidence du cancer du gliome, en fait, dans les pays nordiques. Où nous n'avons pas vu d'impact de la téléphonie mobile sur l'évolution des incidences des cancers du cerveau qui poursuivent leur évolution, leur évolution séculaire, l'évolution qu'ils avaient déjà avant l'arrivée de la téléphonie mobile. Ok, merci. On va arrêter là pour passer à la seconde présentation. Donc Isabelle, je t'invite à me rejoindre. Et on va maintenant assister à la présentation de Claire Seguela, qui est du CEPIA Santé Lorient, qui va nous présenter les symptômes déclarés et exposition aux champs électromagnétiques radiofréquences des stations de base de téléphonie mobile dans des zones urbaines françaises. Bonjour, donc je vous présente une étude donc, un peu ancienne, vu qu'elle a été réalisée entre 2015 et 2017. Donc l'ANSES est promoteur, le protocole a été élaboré et suivi à la fois avec le comité de dialogue radiofréquence et santé de l'ANSES et un conseil scientifique. Et donc nous sommes 2 bureaux d'études à l'avoir réalisé. Et comment ça marche ? Donc, les objectifs, c'est d'améliorer donc les connaissances sur les expositions aux champs électromagnétiques, donc de ce que je vais appeler les antennes relais, et des effets. Le deuxième objectif, c'est mesurer les effets de ces expositions sur la santé. Donc, on s'est intéressé uniquement aux symptômes non spécifiques et aux troubles du sommeil des riverains des antennes relais. Donc, l'étude est une étude transversale qui a été menée sur les adultes vivant donc dans des milieux urbains, donc 5 villes françaises, et vivant exclusivement à moins de 250 mètres d'une antenne relais, d'au moins une antenne relais, dans un habitat. Et donc le choix des immeubles a été fait de façon qu'il y ait au moins un logement dans le faisceau de l'antenne relais, pour avoir un minimum de logements relativement exposés. Dans un premier temps, donc pour mener cela, on a identifié les antennes relais dans ces 5 villes françaises. On a identifié les immeubles donc dans le périmètre des 250 mètres avec cette caractéristique d'avoir un habitat dans le faisceau d'une antenne relais. On a identifié les ménages vivant dans ces immeubles. Les personnes ont reçu une lettre de l'ANSES. Ils ont répondu à un questionnaire renseigné par téléphone. Au moment du questionnaire, l'annonce était faite d'une enquête sur environnement et santé, sans spécifiquement parler donc des effets des ondes. Et après, il y a eu une mesure à domicile. Et dans un sous-échantillon de cette population, on a demandé parmi des volontaires pour ceux qui accepteraient de remplir un carnet journalier donc sur leurs symptômes, leurs troubles du sommeil et un budget espace-temps. Et ils acceptaient de porter un exposimètre, soit 48 heures, soit 7 jours. Donc les populations d'études, donc recrutées donc entre fin 2015 et mi-2017, donc sur Angers, Antony, Lille, Lyon et Paris
pas forcément la totalité de ces villes et parfois une partie des communes environnantes. Donc 460 personnes ont accepté de participer, ce qui représente 17% de participation. Donc ont accepté de participer donc à l'interview téléphonique, mais on a eu bien sûr des personnes qui ont refusé dans un deuxième temps, même s'ils avaient été prévenus au départ qu'il y aurait des mesures à domicile. Et donc on a finalement 354 personnes qui ont accepté de répondre, accepté, en plus de répondre au questionnaire, d'avoir des mesures à leur domicile. Les deux groupes sont globalement similaires. On a quand même un petit peu plus de personnes avec un bac +2 et plus, et des personnes inquiètes des effets de l'environnement parmi ceux qui ont accepté les mesures. Les caractéristiques sociodémographiques donc, de ces 354 personnes, ils ont une moyenne d'âge de 53 ans, 60% de femmes, 56% de CSP intermédiaires et supérieurs et 34% de retraités. On a comparé donc cette population à la population donc des agglomérations de 200 000 habitants et plus, dans la mesure où nos 5 villes correspondaient à ces caractéristiques, et on constate qu'on est on a une population donc comme souvent plus féminisée, plus âgée et plus diplômée parmi nos répondants que parmi l'ensemble de la population. Pour nos deux études longitudinales, les 152 personnes qui ont accepté de porter l'exposimètre pour 2 jours, c'est très proche. Par contre, pour celles qui ont accepté de porter l'exposimètre 1 semaine, on a plus de femmes, plus de retraités et des personnes peu inquiètes. Donc, le premier objectif que je vais dérouler, c'est sur les connaissances sur l'exposition. Donc, c'est un bureau d'études Simutech qui a fait ces mesures. Donc, il y a une mesure K1, qui est une mesure au champ mètre large bande, qui a été faite dans 5 lieux. Donc les plus exposés du logement du participant, en privilégiant donc les pièces où le participant de l'étude passe le plus de temps. Et le KB a ensuite fait donc au lieu le plus exposé de l'appartement avec un analyseur de spectre et qui mesure donc tous les services possibles, tous les services dont les antennes relais. Et les exposimètres, c'est un petit appareil donc les personnes portaient sur elles ou mettaient sur la table de nuit la nuit, et que le pas de temps pour la configuration 48 heures, c'était un pas de temps de 55 secondes. Ça mesurait aussi tous les services. Un pas de temps bien sûr plus large, 150 secondes, pour la configuration 7 jours. Les niveaux d'exposition, donc comme je vous ai dit, donc il y a plusieurs services. On va se concentrer donc sur le résultat sur l'exposition aux antennes relais. Donc on va de 0,03 volts par mètre à 3,58 volts par mètre, avec une médiane à 0,27 et une moyenne à 0,43. Donc relativement peu d'exposition, même si certains logements donc sont au-delà de 3. Et on a regardé quelle était la source principale d'exposition. On n'est que dans des logements donc, situés à moins de 250 mètres d'antenne relais. On a 64% pour qui l'antenne relais est la principale source d'exposition aux radiofréquences dans leur logement. Donc ça, c'est le niveau de distribution. Donc à droite, l'exposition aux antennes relais, où on voit que la très grande majorité des gens, même s'ils vivent à moins de 250 mètres des antennes, sont peu exposés. Par contre, on a quelques logements donc, qui sont entre 3 et 4. Quels sont les facteurs donc, liés à une plus grande exposition? Donc on a regardé le type de logement. Donc avec une plus grande exposition donc dans les logements collectifs, c'était aussi la majorité en milieu urbain de notre population des logements. L'orientation de l'antenne, donc bien sûr une exposition plus importante quand l'antenne est orientée de face que dans une autre situation. Et on s'est intéressé aussi à l'étage, avec on voit une augmentation qui augmente donc dans les étages 3, 4 et 5, et encore plus à partir du 6e étage et plus. Ça, c'est des résultats donc, sur les personnes qui ont porté des exposimètres. On a regardé donc, les niveaux d'exposition entre la journée et la nuit. Donc, à chaque fois, que ce soit 2 jours ou 7 jours, un petit peu plus exposés dans la journée que la nuit.
donc dans la mesure où les gens se déplacent. Par contre, on n'a pas constaté de différence entre l'exposition, donc entre la semaine et le week-end, et par contre, un peu plus d'exposition lors des déplacements qu'au domicile et dans les autres situations. Et là, on a regardé donc pour les mesures KB au domicile et les mesures exposimètres, mais uniquement les heures passées au domicile par les personnes, et on a une bonne corrélation dans les deux cas entre les deux types de mesures, avec bien sûr une plus forte exposition donc avec la mesure KB qu'avec la mesure exposimètre, mais je vous rappelle qu'elle avait été faite à l'endroit le plus exposé de l'appartement. Donc la conclusion sur cette partie, donc on a des niveaux très variables. On a pu acquérir une meilleure connaissance de la variabilité jour-nuit selon les jours de la semaine dans les différents lieux. On a une corrélation entre la mesure fixe, la mesure par exposimètre, et ça a permis aussi de mettre au point l'exposimètre pour une surveillance de 20 services sans interruption pendant 7 jours. Et ce travail a été publié dans Environmental Research en 2020. La deuxième partie, donc, sur les relations entre cette exposition et les symptômes. Il faudra être très bref parce qu'il vous reste 1 minute. Oula. Donc, excusez-moi. On a deux variables. Donc, pardon, je peux revenir en arrière. Ouais. Les troubles du sommeil et le score de symptômes. Donc, ce sont des variables donc, utilisées par d'autres chercheurs qu'on a mis en relation donc, avec une augmentation donc, de l'exposition. On tient compte des différentes caractéristiques classiques. On tient compte de l'anxiété. On a une variable qu'on a appelée attitude vis-à-vis de l'environnement, qui a été créée à partir de plusieurs questions, avec des personnes peu inquiètes, des personnes inquiètes et des personnes non informées, un petit groupe. Et on a des variables qui ont été prises en compte dans des analyses de sensibilité. Donc le principal résultat, donc le principal résultat en bas, c'est donc qu'il n'y a pas de relation entre... les flèches ne sont pas... Il y a une relation donc, entre le score de symptômes, les inquiétudes et l'anxiété et les inquiétudes, mais pas avec les ondes. Par contre, avec le trouble du sommeil, on a une relation avec l'anxiété et une relation significative, mais une relation non significative avec les ondes et les inquiétudes. Par contre, on constate une interaction entre les ondes et les attitudes. Je passe à la diapositive suivante. Interaction, ça veut dire que le résultat entre ondes et troubles du sommeil est différent chez les personnes inquiètes et peu inquiètes. Donc là, on constate qu'il y a une augmentation donc, significative et que les troubles du sommeil augmentent chez ces personnes quand les personnes sont les plus exposées. Je ne vais pas aller plus loin. Il faudra conclure, oui. Voilà. Donc, le résultat principal, donc, dans l'ensemble de la population, on a des résultats similaires à ceux des principales études, c'est-à-dire l'absence de relation entre exposition et symptômes et troubles du sommeil. Par contre, on a une suggestion dans un groupe de personnes, celle inquiète des effets de l'environnement, une suggestion d'une sensibilité particulière, et que ce résultat est relativement proche de celui d'une équipe hollandaise qui avait aussi une augmentation des symptômes en relation avec les expositions chez des personnes se déclarant sensibles. Ce travail a été publié donc, en 2021 aussi dans Environmental Research. Merci. Je vous remercie. Donc on va pouvoir prendre quelques questions. Oui, monsieur a été le premier à lever. Je vous demanderai de vous présenter de façon à ce qu'on puisse savoir qui est la personne qui pose la question. Bonjour, René Dessez, INERIS. Est-ce que vous pouvez m'indiquer comment ont été traitées les données en dessous du seuil, au niveau du seuil ou en dessous? Parce qu'il y a beaucoup de données souvent qui sont en dessous du seuil, et je voudrais savoir comment c'est traité. J'avoue que je ne sais plus. D'accord. Excusez-moi, mais j'ai pris le papier avec moi et on en discutera tout à l'heure, okay. Mais excusez-moi. Alors, ça pose café, merci. J'ai peur de dire une bêtise. On peut prendre une autre question. Je ne sais pas qui... Il y a des personnes qui levaient la main tout à l'heure, mais là, comme j'ai le spot dans les yeux... Ok, madame, oui. Oui, Véronique Rivet, Géofélicia. Madame, avez-vous mis en évidence un effet parapluie, tant dans les mesures que dans les effets? Ce qu'on appelle l'effet parapluie au niveau des antennes.
C'est-à-dire que par rapport à la position des faisceaux, les personnes qui seraient directement sous les antennes seraient moins exposées que les personnes dans l'axe des faisceaux ou plus éloignées. Est-ce que c'est une donnée dont vous avez tenu compte et qui apparaît dans les résultats? Non, en fait, pour chaque personne, on a une mesure. On a sa mesure. Et on n'a pas refait de travail supplémentaire pour voir où était positionnée l'enquête pour chaque personne. Donc, par contre, on a fait des études de sensibilité que je n'ai pas citées, où justement, quand on rajoute l'étage, le résultat trouble du sommeil onde chez les inquiets persiste, même s'il est un petit peu diminué, mais il reste significatif. Donc ça répond peut-être à une partie de votre question. On va continuer avec une question venant des personnes qui sont en distanciel. Bonjour, on a une question. Y a-t-il un groupe témoin de référence dans vos analyses? Disons là, c'est une étude où on a attribué à chaque personne un niveau d'exposition. Donc le niveau d'exposition, il y a une partie des études épidémiologiques qu'on va comparer entre des personnes exposées, des personnes non exposées. Là, on a une espèce de graduation entre des personnes plus ou moins exposées. Donc il n'y a pas de groupe témoin spécifiquement, mais on a bien vu sur les graphiques que la très grande majorité des personnes étaient peu exposées. Et donc, on a bien cette notion-là, cette graduation entre des personnes très exposées et des personnes quasiment pas exposées. Ok, on a encore le temps pour une toute dernière question. Je crois qu'il y avait quelqu'un... Oui, bonjour. Oui. Oui, Alain Azoulay, je suis professeur honoraire à Supélec. J'avais une question au niveau de la diapo numéro 8, si vous pouvez revenir. J'ai vu qu'il y avait une valeur de 3,6 volts par mètre qui ne correspondent pas au téléphone, aux antennes de relais, il me semble. Hein. Donc je voudrais avoir confirmation. Numéro 8. Ça, c'est l'exposition. Non, c'était là. C'est l'exposition maximale. C'est le logement c'est le logement le plus exposé qui a ce niveau-là d'exposition. Mais alors, attendez, c'était champ global. Il me semble avoir vu. Oui, sur les services haute fréquence, vous avez 2,27. Il y a quelque chose qui m'étonne un peu, simplement. Et donc, est-ce que vous avez identifié dans quel contexte il y avait ce maximum qui me paraît extrêmement intéressant? Je pense que c'était vraiment le logement qui avait l'antenne en face et certes, vraiment l'en-face. Il y a une histoire, il y a des questions de distance, de puissance, enfin de tous les paramètres techniques, si vous voulez. Et donc, vous n'avez pas investigué particulièrement sur les extrêmes. J'ai pas souvenir, on en a sûrement discuté, mais bon, je suis pas la bonne personne pour répondre à cette question. Je suis désolée. Mon collègue de Cimitech n'est pas là, donc. Ok, on va donc arrêter là. Je vous invite à venir nous rejoindre pour la discussion finale. Et on va pouvoir passer à la présentation suivante de Maryse Ledan de Bruxelles, qui va nous montrer l'acceptabilité d'un protocole d'exposition aux radiofréquences. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et merci à l'ANSES pour cette invitation qui nous permet donc à mon collègue Benjamin Vatové et moi-même de vous présenter les résultats des projets les résultats des projets ExpoCom qui a été soutenu par l'ANSES et qui s'est poursuivi avec le projet Envie EHS qui lui a été soutenu par la région Wallonne en Belgique. Alors,
juste un petit retour en arrière. On a vu que c'était très challenging de maintenir les 10 minutes. Il ne nous était évidemment pas possible de présenter l'entièreté des résultats de l'étude. Et donc, nous sommes concentrés ici sur l'acceptabilité d'un protocole d'exposition aux radiofréquences, qui était en fait l'objectif initial du projet qui avait été soumis à l'ANSES, donc du projet initial, le projet Expocom. Au niveau du projet Expocom, les objectifs étaient d'une part d'explorer le lien entre les champs électromagnétiques et les symptômes, en ayant particulièrement en tête l'importance d'individualiser les conditions d'exposition et d'évaluer le niveau de sensibilité des personnes. Un deuxième objectif à avoir en tête était la réduction des réponses nocebo, en particulier tenter au maximum de réduire le caractère anxiogène de ce type de test de provocation. Et pour atteindre ces deux premiers objectifs, ont été organisés des séances, des ateliers de co-création avec des personnes électro-hypersensibles. Je vais y revenir juste après. Le quatrième objectif était donc de communiquer les résultats aux participants et d'échanger avec eux sur les conditions du protocole. Je vous présente ici les ateliers de co-création. Donc, il y en a eu 3 au final. Un premier atelier où l'objectif était clairement de réfléchir aux raisons de participer ou de ne pas participer à ce genre de test. Ensuite, une définition des besoins en matière de test et également une définition du test, de ce qui pourrait être le test idéal. Dans un deuxième temps, lors d'un deuxième atelier, on a introduit les contraintes qui étaient des contraintes scientifiques, des contraintes matérielles et malheureusement aussi des contraintes financières dans le déploiement du protocole en question. Et lors de l'atelier 2, on a présenté le protocole aux participants et ils ont pu expérimenter l'environnement de test. 13 personnes électro-hypersensibles ou se posant la question de leur électro-hypersensibilité ont participé aux ateliers qui ont été animés par un partenaire extérieur de manière à conserver la dépendance de l'équipe de recherche. Au niveau du protocole, il contient 5 étapes. Une première étape qui sont les contacts préliminaires qui sont pris avec les personnes. Une première rencontre avec les personnes, cette étape-là a été mise un peu à mal avec le Covid, bien sûr, puisque l'idée était de rencontrer les personnes dans leur environnement, dans un environnement où elles se sentaient à l'aise, pour avoir l'occasion de présenter correctement le protocole et de répondre à toutes les questions qu'elles pouvaient avoir. Ensuite, une session d'habituation dans le local de test, en open field. Donc là, on sait quand les champs sont allumés et on teste si on ressent quelque chose lors de l'exposition. Ensuite, les sessions de test et la remise des résultats. Si je viens maintenant à l'explication, à la séquence d'une session de test, donc on a une première partie là où la personne arrive au local et se repose. Elle redescend à un état où elle se sent dans un état correct pour démarrer l'exposition. T0, on demande est-ce que vous êtes prêt? C'est un go, non-go. Est-ce que vous êtes prêt à démarrer la session? Si c'est un go, on commence toute une série de mesures. En T1, on commence vraiment la période d'exposition. Jusque T2. En T2, on refait des mesures avec le statut d'exposition en l'état. En T3, on arrête tout, on refait des mesures jusqu'en T4, où là, les personnes se reposent un petit peu, on discute et puis on repart chez soi. 4 groupes ont participé au protocole. Des personnes électro-hypersensibles, des personnes, comme je le disais avant, qui se posaient la question de leur hypersensibilité, des personnes SNS qui sont des personnes qui présentent des symptômes qui ressemblent à ceux de l'électro-hypersensibilité, mais sans les attribuer au champ électromagnétique, et ensuite des personnes classées comme non électro-hypersensibles sans symptômes. Au niveau de toutes les sessions qui ont eu lieu ici, donc il pouvait y en avoir 12, je vais vous montrer un peu la différence. Ceux qui ne participaient qu'à la session 1, c'était pour pouvoir faire une comparaison entre les 4 groupes de personnes. La session 1 à 3 permettait de faire une analyse collective des personnes électro-hypersensibles exclusivement. Et par contre, ceux qui ont participé jusqu'aux 12 sessions permettaient une analyse individuelle des résultats. Et donc là, c'était exclusivement pour les personnes électro-hypersensibles. Au niveau de la période d'exposition en tant que telle, donc la période ici, les personnes étaient exposées au minimum à 30 minutes. C'est la session d'habituation qui a permis d'évaluer si la période était suffisante, mais c'était 30 minutes pour au minimum pouvoir entrer dans un protocole complet.
Les signaux, c'était des signaux qui étaient des signaux réels d'antennes relais, de Wi-Fi, de DECT et le 50 Hz. Les paramètres qui ont été testés, c'est d'une part ceux qui sont en lien avec la définition de l'électrohypersensibilité, donc d'une part la perception des symptômes et la perception de l'exposition, pardon, et d'autre part le report de symptômes. Ce sont nos hypothèses de base. Et ensuite, en lien avec les symptômes décrits, à savoir ceux que vous voyez là-bas, là, ce sont nos analyses exploratoires. Alors rapidement, avant de passer la parole à mon collègue, les résultats et conclusions de cette première partie donc, du projet ExpoCom. Les participants ont donc, vous voyez ici les nombres de participants qui ont participé dans le cadre du projet ExpoCom à la session d'habituation, puis aux sessions de test, puis aux ateliers de restitution qui ont eu lieu en février 2021. Au niveau des résultats, à ce stade, on n'avait pas montré de lien entre le statut de l'exposition et les perceptions ou le report de symptômes. Et au niveau de la conclusion des échanges quant à l'acceptabilité de protocole, il avait été défini qu'on pouvait poursuivre, le protocole était acceptable. Il s'agissait cependant d'être très attentif aux différentes informations qu'on pouvait donner lors de la session d'exposition. C'est ici que je passe la parole à mon collègue sur une image du local qui a été développée dans le cadre d'ExpoCom et sur les publications qui ont déjà été publiées dans le cadre de ce projet. Merci Maryse, bonjour à tous et à toutes. Donc moi je vais vous présenter l'étude ENVIE-HS qui est dans la continuité du projet ExpoCom et qui s'est constituée en deux tâches principales. D'une part la duplication des installations des tests de provocation à Liège sur le site de l'ICEP et également le recrutement de personnes électrosensibles et de personnes non électrosensibles, donc via je dirais des méthodes habituelles, profiter d'une part des acquis d'ExpoCom, un communiqué de presse, des campagnes d'affichage, les informations qu'on peut trouver sur Internet et aussi des contacts avec les associations d'électrosensibles. Alors donc la population qui a été testée, donc nous avons 47 participants électrosensibles, dont 16 ont participé aux 12 sessions d'exposition à titre pour être individualisés, et 55 personnes non électrosensibles réparties entre les deux groupes que Maryse vous a présentés. Alors, les résultats des tests, donc je vais être extrêmement synthétique parce que ce n'est pas l'objet de la présentation et faute de temps. Donc, que ce soit pour la comparaison des 4 groupes, donc les électrosensibles et les non électrosensibles, ou que ce soit pour la comparaison collective des personnes électrosensibles à l'issue des 3 premières sessions d'exposition, on n'a pas noté de différence significative au niveau des perceptions, ni au niveau du report de symptômes. Et pour ce qui concerne les analyses individuelles, donc pour les personnes électrosensibles qui ont participé aux 12 sessions de provocation, on n'a pas noté non plus de différence significative au niveau des perceptions de l'exposition, ni globalement au niveau du report de symptômes. Signalons toutefois qu'un volontaire a rapporté en moyenne plus de symptômes lorsqu'il était réellement exposé, mais ce résultat nécessite bien entendu des investigations ultérieures. Alors pour ce qui concerne l'acceptabilité, à l'issue de la session d'habituation et de la première session pour les 4 groupes, on constate une appréciation de l'étude qui est globalement élevée, avec un score supérieur à 8 sur 10. Les raisons de participer à l'étude diffèrent selon le groupe. Pour les personnes électrosensibles, la priorité est donnée à l'amélioration des connaissances et dans un second temps à la reconnaissance de l'électrosensibilité par les pouvoirs publics. Pour les électrosensibles qui s'interrogent sur leur sensibilité, la priorité est donnée à une meilleure connaissance de leur sensibilité individuelle et en second à une vérification de leur électrosensibilité éventuelle. Et pour les non électrosensibles, donc la priorité est donnée à l'amélioration des connaissances et fait intéressant, le second item c'est la reconnaissance de l'électrosensibilité par les professionnels de la santé. À l'issue de la dernière session, donc pour les personnes qui électrosensibles, oui, merci. Donc pour l'appréciation de l'étude, on a une évaluation moyenne qui est de 8 sur 10, donc assez élevée pour les électrosensibles, mais avec une variabilité qui est importante, avec un score qui varie entre 3 et 10 sur 10. L'ensemble des caractéristiques du protocole a été jugé pertinent, avec un score moyen de 3,4 sur 4, et ce, quelle que soit la période de mesure.
Alors, les résultats, donc l'étude incluait des ateliers de restitution qui sont tenus en septembre de cette année. Ce qui est le retour en fait de ces échanges, c'est d'une part la prise de conscience des difficultés inhérentes à l'étude des perceptions et à la nécessité aussi de recourir à des variables objectives pour mener ce genre d'études. Il a été également, on a également parlé donc de la nécessité d'individualiser davantage le protocole d'étude et une requête qui a été formulée par au moins une personne, c'était une demande d'information et de formation à l'attention du milieu médical. Non pas pour reconnaître l'électrosensibilité en tant que telle, mais qu'à tout le moins les personnes soient, si on peut dire, prises au sérieux, ne soient pas considérées comme, je cite, dingues par le personnel médical. Alors, quid de la suite? Très rapide. Conclure. Oui, je conclus. Donc, les travaux sont amenés à se poursuivre, notamment vers plus d'individualisation, notamment en laissant la possibilité de faire varier l'intensité des champs pour chaque participant, et de voir dans quelle mesure on pourrait reproduire l'environnement électromagnétique des lieux où les personnes disent ressentir des symptômes. Citons également le projet 5Jink mené à l'ICEP, dont un des World Package est l'étude de l'électrosensibilité avec une exposition localisée à des signaux 5G, et on explore également des pistes de prise en charge pour les personnes électrosensibles. Voilà, et je termine là-dessus en montrant donc les partenaires que nous remercions pour leur participation. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Donc on va pouvoir prendre des questions. Oui, monsieur en face, qui a levé la main rapidement. Merci. Je suis Eric Vindimian, président du comité de dialogue radiofréquence de l'ANSES. Je suis très intéressé, je vous remercie pour votre présentation qui montre bien la place du dialogue dans ces études. Et ma question concerne justement l'apport du dialogue dans l'étude elle-même. J'ai du mal à faire la différence, à voir l'apport du fait que vous avez dialogué sur le protocole lui-même. Est-ce que le dialogue a consisté à faire comprendre un protocole, ce qui est déjà énorme, à le faire accepter, ou est-ce que aussi votre protocole a été modifié du fait des questions qui ont été posées et de la pertinence du dialogue avec les parties prenantes? Comme ça concerne plus le projet ExpoCom, je vais donc prendre la parole. On n'avait pas vraiment d'idée préconçue complètement avant de démarrer l'étude. Bien sûr, il y avait on partait des travaux qui avaient déjà été faits en matière de protocole de provocation. On ne partait pas d'une page vierge. On partait d'une analyse critique finalement de ce qui avait été fait. Mais ce qu'on avait vraiment souhaité lors des ateliers de co-création avec les personnes, et là on parle bien de co-création du protocole en lui-même, c'était réfléchir avec les personnes à leurs besoins. Je l'ai cité, évidemment, j'ai dû aller un peu vite, mais l'idée, c'était de réfléchir les raisons de participer, de ne pas participer à ce type de test. Et donc là, on a pu relever quelques limites auxquelles on avait déjà pensé éventuellement par rapport aux études antérieures. Mais alors, réfléchir aux besoins des personnes et par la suite, réfléchir en termes de test idéal. Quel serait pour les personnes le test idéal ? Et nous avons dû, bien sûr, introduire toute une série de contraintes, aussi bien scientifiques que financières, que matérielles, etc. Parce qu'il n'était pas possible de faire tout avec le budget qui était alloué, qui était par ailleurs tout à fait intéressant. Hein, je ne voudrais pas critiquer. Mais voilà, on a dû, à un moment donné, amener des contraintes, ces contraintes-là. Mais on est bien parti des discussions avec les personnes pour réfléchir au protocole en lui-même. On a publié un article sur le travail justement d'experiential knowledge qu'on a fait avec les personnes électro-hypersensibles, et donc je vous invite à le consulter. Okay, merci. D'autres questions? Oui. Non. Par contre, ma question était destinée à Madame Deventer. Donc, est-ce que j'attends éventuellement? Oui, on va attendre voilà, dans ce cas-là. Très bien. Okay. Peut-être une question des personnes qui sont en distanciel. Oui, on a des questions intéressantes depuis le chat, notamment sur la durée d'exposition, en fait. Et si je peux en ajouter une sur les critères objectifs d'inclusion des participants dans l'étude. Alors, si je commence avec la durée d'exposition, donc on a testé tout ça lors de la session d'habituation.
L'idée de base, c'était de partir sur une exposition de 30 minutes pour le protocole complet, parce que c'était le temps limite pour peut-être avoir des résultats au niveau cognitif, etc. On ne pouvait pas espérer avoir un effet au niveau cognitif si les personnes n'étaient exposées que 30 secondes. Ce n'était pas possible. Donc sur 30 minutes, peut-être qu'on pouvait montrer quelque chose. Il y a certaines personnes qui, en participant à la session d'exposition, qui se sont rendues compte que ce n'était pas possible 30 minutes. Et donc, on a donné la possibilité d'individualiser les conditions de test, notamment pour les personnes qui ressentaient de trop forts symptômes. Et donc, ces personnes-là étaient invitées à participer à un protocole qu'on a appelé adapté, où là, à partir du moment où elles ressentaient quelque chose, on arrêtait l'exposition, c'était fini. Il n'était pas question d'aller au-delà des possibilités des personnes. Mais ces personnes-là, du coup, ne rentraient pas dans les analyses exploratoires, parce que cette fameuse analyse cognitive... Mais je vous écoute, il n'y a pas de problème. Mais non, on ne les élimine pas, puisqu'on a... Non, vous m'avez mal compris. Notre hypothèse de base, elle était basée sur les perceptions et le report de symptômes. On est dans la définition de l'électro-hypersensibilité. On a voulu, nous, ajouter des mesures objectives pour essayer d'éliminer, si vous voulez, la subjectivité qui est inhérente aux perceptions et au report de symptômes. Mais ces personnes qui n'ont voulu participer qu'un temps très très court, on ne peut pas s'attendre à une variabilité cardiaque sur 30 secondes d'exposition. On ne peut pas s'attendre à une modification au niveau cognitif sur 30 secondes d'exposition. Ce n'est pas possible. Et donc, on a laissé les 30... on peut en reparler par après si vous voulez, mais je vais d'abord terminer de répondre à la question que j'avais là-bas. Donc, les personnes qui ont estimé que 30 minutes, ce n'était pas suffisant, elles ont eu la possibilité d'avoir une période d'exposition plus longue. Et donc, on a quelques personnes qui sont allées sur des expositions plus longues que 30 minutes et quelques-unes, parce que c'est quand même minoritaire, quelques personnes qui ont plutôt choisi des expositions plus courtes. Il y avait un bouton pause qui permettait aux personnes d'allumer ou d'éteindre comme elles le souhaitaient l'exposition. Et donc, les personnes qui étaient dans un protocole adapté, et ça va peut-être vous aider à comprendre un peu mieux, pouvaient activer le bouton pause, le réallumer, le réactiver, le réallumer, le désactiver, le réactiver, pardon, et donc pouvaient tester avec des on-off si elles ressentaient effectivement cette différence d'exposition. Okay. Vous aviez une autre question, c'était sur les... J'ai oublié. Oui, pardon, c'était sur les critères objectifs d'inclusion des participants de l'étude. Alors, je ne suis pas certaine de bien comprendre la question, mais pour l'intégration des personnes électro-hypersensibles, c'est bien sûr un syndrome autodéclaré, et donc on était obligé de se baser sur les déclarations des personnes, aussi bien dans le groupe électrosensible que électrosensible qui se pose la question de leur électrosensibilité. Et il en va de même évidemment pour les personnes SNS et les personnes du groupe non électrosensible. On ne peut se baser malheureusement actuellement que sur les déclarations des personnes. Merci. Et je crois qu'il y a une dernière question de Madame Valérie Passe. Félicitations, je trouve les protocoles extrêmement intéressants et parce que vous avez co-créé avec les participants qui sont électrosensibles. Et non, c'est encore plus intéressant. Et je crois que les prochains défis, c'est comment communiquer au grand public les résultats que vous avez obtenus et aussi dans les études futures, parce qu'on peut utiliser bien sûr ce protocole pour tester éventuellement d'autres expositions, parce que la chose la plus difficile est effectivement communiquer avec les grands publics. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour y communiquer les résultats et comment vous pensez disséminer ça? Merci. On va publier, bien sûr. Donc ça, ce sera fait dans les prochains mois. Mais dès demain, en Belgique, il y a un communiqué de presse qui est prévu par l'Institut de mon collègue, où là, le rapport sera mis à accessibilité ouverte aux personnes. Et donc, les personnes auront la possibilité de consulter plus avant les résultats. Et à partir de là, on va voir. On a effectivement l'intention de communiquer, mais communiquer aussi sur l'importance de poursuivre le travail, parce qu'il y a probablement encore des choses à faire, en particulier en réfléchissant à l'individualisation des protocoles d'exposition et d'autre part en réfléchissant au niveau individuel avec les personnes. Et c'est vrai qu'on n'a rien pu montrer dans les comparaisons entre les groupes, on n'a rien pu montrer dans les comparaisons entre les personnes électro-hypersensibles. Au niveau individuel, il y a des résultats qui sont interpellants. Globalement, on ne montre pas de relation avec les perceptions, mais il y a quelques résultats qui sont interpellants. Et donc, ça implique quand même cet intérêt de poursuivre le travail. Je ne sais pas si tu veux
comme c'est toi qui es responsable de la communication. Oui, non, rien de particulier à ajouter. Voilà. Merci. Okay. Merci, je vous invite à nous rejoindre. On va peut-être un peu écourter la discussion générale pour essayer de rattraper notre retard, mais on va quand même prendre quelques questions pour l'un des intervenants. Donc là, bien sûr, vous pouvez avoir la parole. Bonjour, Dr Marc Arasi, je préside l'ONG Alert Faudgate. Je ne sais pas si Madame Deventer est toujours avec nous ou pas. Bon, parce que ma question s'adresse à elle. Dans sa présentation sur la sélection des études qui seront donc utilisées par l'Organisation mondiale de la santé, parmi les 3 critères, elle évoquait la question de la transparence. Bon, donc à ce propos, nous avons une véritable inquiétude sur un certain nombre d'études, et en particulier de grandes études internationales. Pour n'en citer qu'une, je vais citer l'étude Bobby Kids, qui a mobilisé 14 pays, une cinquantaine de scientifiques internationaux. Et on se rend compte que ce type d'études, aujourd'hui, dans ce type d'études, la grande majorité des experts ne déclarent pas leur conflit d'intérêts. Plus grave encore, quand on leur signale les conflits d'intérêts et qu'on le signale aux revues, puisque cette étude a fait l'objet de plus d'une trentaine d'articles dans la communauté scientifique, eh bien, les revues ne modifient pas non plus les conflits d'intérêts qui existent. Donc c'est un point, à mon avis, essentiel, parce que je voudrais savoir sur quels critères l'OMS va intégrer la question des conflits d'intérêts dans le choix final de son futur rapport. Merci. Je ne sais pas si Madame Van Deventer est encore parmi nous, connectée, si elle a entendu la question. Question, et c'est un sujet sur lequel on passe beaucoup de temps. C'est-à-dire de vérifier que les experts avec qui nous travaillons remplissent une déclaration de conflit d'intérêts que nous vérifions indépendamment. J'ai ma dernière diapo dans ma présentation était le fait que nous mettons en un groupe de travail, d'experts, et ça nous a pris presque 1 an maintenant, disons 9 mois, pour vérifier les experts que nous avons sélectionnés. Donc c'est un énorme travail que nous faisons. Et à l'OMS, quand on regroupe des experts, avant de leur donner une invitation finale, on met leur nom et une petite biographie sur notre site internet pour plusieurs semaines, pour que justement le public puisse nous faire savoir s'ils ont des informations complémentaires par rapport à ces personnes. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Excusez-moi, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question ne concernait pas les experts choisis pour travailler sur ce sujet, mais les études qui vont être prises en compte ou interprétées par les 10 experts. Parce qu'aujourd'hui, prenons l'exemple à nouveau de l'étude Moby Kids, c'est une étude internationale. On peut imaginer que bien évidemment, le CIRC et l'OMS se penchent dessus, puisqu'elle a pour vocation à regarder les enjeux sanitaires pour les jeunes enfants et les jeunes adultes. Et donc, à ce titre-là, prenons l'exemple de Moby Kids, on a le protocole a été réalisé, le protocole d'exposition des enfants a été réalisé par 18 experts, hein, la liste est connue, dont 14 étaient directement soit financés par la téléphonie mobile, soit étaient eux-mêmes, avaient des conflits d'intérêts et avaient été travaillés pour la téléphonie mobile. Donc, vous comprenez qu'à partir de là, et sachant qu'ils ont mobilisé plus de 30 articles dont on imagine que l'OMS va les regarder, ce point-là, en tous les cas pour notre ONG, sera regardé de très près parce qu'il en va de la crédibilité future du travail qui sera proposé.
Donc, oui, bonne question. Merci de réitérer la question. En fait, dans les revues systématiques qui sont faites en ce moment, dans les protocoles que vous pouvez voir, qui sont déjà publiés, il y a justement ce point par rapport au conflit d'intérêts dans les et le funding, comme on dit, le financement de ces études qui sont mentionnées dans le risk of bias dont on parle. Donc, je vous invite à regarder les protocoles qui sont tous publiés sur le journal Environment International. Et nous avons une special issue sur ce sujet. Merci.